Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et aujourd'hui nous allons toujours dans notre édition sportive parler d'un sujet qui me tient à cœur, le sujet un peu de ce fabuleux centre de formation qu'a été la Cadi Sport Academy. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas encore j'ai pas vu, j'ai cherché si on a fait des sujets sur la Cadi Sport Academy sur la toile, s'il y a des docus sur la Caddy Sport Academy, je me suis rendu compte qu'on n'en a pas. Et ça m'a permis un peu de me dire, ah, est-ce que je vais pas faire un sujet un peu sur la Caddy Sport Academy et de l'impact qu'il a eu beaucoup, je pense, la Caddy Sport Academy et les brasseries ont eu énormément d'impact sur notre football et surtout le football de la sélection nationale à la fin des années 90 et début des années 2000. Parce que quand vous voyez là, vous voyez énormément de joueurs qui sont sortis de ces deux. Si vous prenez la Cadiz Sport Academy et les brasseries, j'aurais pu mettre aussi la photo des brasseries aussi, parce qu'il faut parler des brasseries. Et Gobelson vient des brasseries, Jérémy Njitab vient des brasseries. Je crois que, est-ce que Marvivien Fouet venait des brasseries? Je ne suis pas sûr, je crois qu'il était formé au canon de Yaoundé. Euh, je sais pas, il y en a beaucoup aussi dans les brasseries dont j'oublie, forcément, qui ont été parmi les joueurs qui ont été importants dans l'histoire de notre sélection parce que on peut dire tout ce qu'on veut, mais la sélection camerounaise est une grande sélection africaine. C'est l'une des plus grandes sélections africaines, si ce n'est peut-être la plus grande, si on veut être chauvin, si je veux être chauvin. Je pense que nous et l'Égypte, nous sommes le phare du football africain. Oui, le Sénégal a gagné une CAN. Oui, on a vu que le Sénégal a gagné toutes les sélections. Oui, 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 c'est bien beau les mecs, mais pour entrer dans l'histoire du football africain, il faut accomplir énormément de choses. Et pas seulement en équipe nationale, aussi en club. En club, le Sénégal n'a rien gagné. Ils ont été seulement en finale de la Coupe de la CAF en 98. Voilà, à part ça, dans le palmarès du football sénégalais, c'est le vide. Oui, il y a une canne. Oui, oui. Est-ce que le football sénégalais se porte un peu mieux dans le truc du continent? Oui. Il y a une huitième de finale? Oui. Mais maintenant, vous avez une histoire. Je peux dire, avec les derniers éléments, vous avez une histoire. Et l'histoire, il faut encore écrire d'autres trucs que vous soyez vraiment considéré, oh, ok, vous êtes dans le cercle des plus grandes nations de l'histoire du football africain. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et je suis désolé, vous allez peut-être trouver ça méchant, mais pour l'instant, vous êtes au même niveau que la Zambie. Hein. Et la Zambie, je ne veux pas manquer de respect à la Zambie. La Zambie était une grande nation dans l'histoire du foot africain. Pas seulement avec la génération qui a gagné en 2012 avec Hervé Renard, même déjà dans les années 90 avec la génération Kalusha, Boya et tout. La Zambie était une grande nation. Le problème avec la Zambie, c'est qu'ils ont eu un grave, comment on appelle ça, un grave incident qui avait tué toute la majorité des joueurs avec cet accident de l'avion là qui a tué une fabuleuse génération qui aurait pu peut-être tutoyer des hauts sommets dans les années 90. Je pense que quand je compare le Sénégal et la Zambie, vous êtes équivalents et je mets un peu encore la Zambie un peu au-dessus. On parle parce que souvent quand tu parles avec les Sénégalais peuvent avoir quelque chose un peu de très chauvin quand ils commencent à gagner. Ils sont un peu comme les Français, dès qu'ils gagnent, ils commencent à péter les plombs, à ne plus mettre le contexte de leur victoire, etc., etc. Non, 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 non. Il faut encore longtemps avant que vous soyez à la table du Nigeria, du Cameroun, de l'Égypte, même de l'Algérie aussi, et de la Côte d'Ivoire. Faudra du temps. Faudra du temps. Faudra encore, peut-être une victoire encore cette année en CAN. Et là, on peut commencer à dire, OK, vous entrez, dans le conseil, là, comme le conseil des Jedi, là. Mais on vous laisse un peu comme Anakin encore, là. Si vous gagnez 3 là, OK, vous êtes dans le conseil. Vous êtes fait partie des meilleures nations. Pour l'instant encore, il y a du boulot. Il y a du boulot. C'est pas facile d'entrer dans des trucs comme ça. Et donc, la Cadi Sport Academy, pour revenir à la Cadi Sport Academy qui avait été fondée, je crois, par, comment il s'appelle encore le gars qui avait fondé ça? Je vais rechercher sur le net. Il avait été fondé par Joseph Kadji de Fotso. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Joseph Kadji de Fotso, c'est un homme d'affaires camerounais qui avait fondé ce qu'on appelle la brassicole un peu. C'est quelqu'un qui est un homme d'affaires qui avait fondé là-bas, c'est qui est un homme très très riche et qui avait essayé de justement avec son groupe Kaji de fonder comment on appelle ça, de mettre beaucoup
comment dire, de mettre beaucoup d'argent sur le football, d'investir sur les centres de formation de football, ce qui a créé vraiment ce truc-là qu'on a appelé la Cadi Sport Academy, qui, si on regarde bien un peu dans les infrastructures, dans la manière de ce truc, s'inspirait beaucoup euh, de la structure un peu de à la Clairefontaine un peu française. C'est-à-dire que la structure un peu de l'INF Clairefontaine, ça s'inspirait un peu là. On vient, on prend des jeunes, on les par quelques années, on les centre de formation. Maintenant, le truc, c'est de les vendre, au lieu de les vendre dans des clubs nationaux, on les vend dans des clubs internationaux. Je me rappelle un peu à l'époque, il y avait souvent un partenariat entre la Cadisport Academy et le club de Neuchâtel Xamax, si je me trompe pas. D'ailleurs, si je me trompe pas, il y avait ce, comment il s'appelait ce joueur de Joseph Ndo? Joseph Ndo? Est-ce qu'il Joseph Ndo? Il était un gars qui était à la Cadiz Sport Academy. Je vais vérifier tout cela. Non, il a été formé au Coton Sport de Garoua et tout. Mais il y avait souvent un truc entre la Cadiz Sport Academy et le Neuchâtel Xamax. Je me rappelle, c'était un peu le courroie de transmission un peu qu'il y avait entre les deux formations. Donc c'était un truc qui était un paravent pour beaucoup de joueurs et énormément de joueurs, comme vous pouvez le voir sur la fiche que vous voyez là, ont été formés là-bas. On peut parler de Georges Mandiek, on peut parler de Nicolas Nkoulou, on peut parler de Stéphane Bia, on peut parler de Benjamin Moukanjo, le plus célèbre Samuel Eto'o-Fils, qui était aussi avant dans les brasseries, avant de passer à la Cadiz Sport Academy, Aurélien Chedio, Jean de Macoun, Eric Djemba, Carlos Kameni et bien d'autres encore qui ont fait les lettres de la noblesse de ce centre de formation très prestigieux de notre pays et qui est surtout c'est pas un truc de malheureusement de la fédération, c'est un truc individuel alors que normalement la fédération camerounaise aurait dû avoir ce genre d'idée depuis. C'est ça par là qu'on a eu énormément de résultats dans les années 2000, que ce soit les années 2000 avec déjà la Coupe du Monde 98 avait été très prometteuse. On avait perdu contre l'Italie, mais on avait fait une Coupe du Monde très prometteuse 98. Si je me trompe pas, on avait fait deux matchs nuls et une défaite un peu contre l'Italie qui était très prévisible. Mais truc, la CAN 2000 qu'on a gagné, la CAN 2002, qu'on a aussi gagné, la Coupe des Confédérations 2003. Donc le résultat de cette politique vraiment individuel, hein. C'est vraiment le truc de cet homme d'affaires là qui a une idée de génie de créer ça, a sauvé notre football. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous voyez que les résultats ne sortent pas de nulle part. Je parle déjà de ça parce que c'est pour mettre en exergue déjà que les résultats ne viennent pas de nulle part. Les résultats viennent toujours d'un fondement politique particulier. Même si ce n'est pas venu de la fédération, c'est venu d'un individuel qui a investi dans le foot. Et regardez comment on a bénéficié des fruits de ces 200 de formation comme sont la brasserie et la Cadiz Sport Academy dans notre football dans les années 2000. Maintenant, c'est vrai que la Cadiz Sport Academy, elle a perdu beaucoup de son lustre d'antan parce que j'ai l'impression qu'on a pu miser énormément d'argent là-dedans, dans les infrastructures, dans les trucs et tout. Et j'essaierai de voir si je pourrais faire une interview avec un ancien camarade qui est maintenant dans le monde de on va dire un peu le monde un peu du business de voiture un peu, qui a été un gars qui a été dans la Cadiz Sport Academy justement, pour qu'il me fasse un peu je veux faire une interview avec lui pour qu'il m'explique un peu qu'est-ce qu'il a vécu là-bas. Et ce serait très intéressant un peu pour montrer un peu quel est lui son parcours à la Cadiz Sport Academy, qu'est-ce qu'il y a le truc, parce que je vais essayer de l'avoir avant la semaine prochaine pour pouvoir un peu le parler, de faire une interview qui me raconte un peu son expérience qu'il a vécue là-bas. Qu'est-ce qui, le truc, comment on les formait et tout. Parce que moi, ça me vient de venir à un point qui est très important un peu dans le football camerounais et dans le football euh, d'Afrique et tout, de notre continent. C'est que même si on on a mis des géniaux trucs comme la Cadiz Sport Academy, ou bien je veux parler même encore avec en Côte d'Ivoire avec le truc de Jean-Marc Guillot qui a énormément sauvé le football ivoirien. La SEC Mimosa, Jean-Marc Guillot et énormément ce qu'il a fait. Jean-Marc Guillot est un gars qui a sauvé le football ivoirien. Et Jean-Marc Guillot avait quelque chose de plus, c'est que lui, il avait une vision et un projet de jeu beaucoup plus intéressant. C'est ça un peu la différence avec Jean-Marc Guillot. Quand je vois même la SEC Mimosa qui avait gagné la Ligue des Champions là avec la génération des Aouna, Jindan et peut-être un de mes joueurs préférés de l'histoire du football ivoirien, c'est pas forcément Drogba, c'est pas forcément beaucoup de joueurs, c'est Zézeto. Zézeto est un de mes joueurs ivoiriens préférés de tous les temps.
Quand tu me demandes quel est mon joueur ivoirien préféré, c'est pas Drogba, c'est pas Zézéto, de la SEC Mimosa. Fabuleuse génération qui avait, je pense qu'ils avaient gagné une ou deux Ligues des Champions. Je crois une Ligue des Champions, deux Ligues des Champions, je sais plus trop. De cette génération-là, il y avait vraiment eu un projet de jeu. Parce que Jean-Marc Guillou, c'est quelqu'un qui aimait un projet de jeu offensif et tout. Et moi, je pense qu'au football camerounais, au football africain en général, on n'a jamais de projet de jeu. Quand vous voyez même les joueurs qui ont été formés dans notre centre de formation à la KSA, vous voyez Georges Mandjek, Nicolas Nkoulou, Stéphane Bia, Benjamin Mukanjo, Eto'o-Fils, Aurélien Chedjou, Jean de Makoun, Eric Djemba. Qu'est-ce que vous remarquez? Mis à part Eto'o et Benjamin Mukanjo, on a toujours des joueurs qui sont à profil, soit défensif, et qui ont beaucoup plus un volume de jeu physique qu'un truc technique. À part Mukanjo et Eto'o, je ne vois pas des gars qui avaient un profil beaucoup plus technique. Et Mukanjo encore, c'est pas forcément un profil technique. Mukanjo un peu, c'est un mini Thierry Henry. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je crois que même le surnom. Je me rappelle un mec que j'avais fréquenté ici, qui avait fréquenté avec Benjamin Mukanjo. Il disait que son surnom c'était Thierry Henry parce qu'il avait la même vivacité et tout qui a fait la KSA avec lui, que son surnom on l'appelait Thierry Henry. Donc vraiment un gars qui avait beaucoup plus de vivacité que de technique. Voilà, c'est ça. Eto'o est vraiment le seul joueur technique de l'histoire de la KSA. C'est sorti sûrement, on me disait que David Eto'o était encore plus fort que lui, ce qui est vrai. Il était beaucoup plus talentueux que Samuel Eto'o, largement beaucoup plus talentueux que son frère. Mais bon, vous le voyez, le personnage, je pense que le foot, ce n'était pas du tout sa tasse de thé. Sa tasse de thé, c'était les boîtes et le truc. Et ça lui réussit même bien. Il est devenu un super influenceur, ambianceur qu'on aime beaucoup voir et qui nous fait beaucoup rire. Et je trouve que c'est très beau de voir David Eto'o. Et je voudrais même faire un peu une parenthèse. J'aime beaucoup la relation de Samuel Eto'o et son frère. C'est une belle relation là. Souvent dans nos familles africaines, dans les gens de situations où il y a l'argent, les trucs comme ça, là on voit souvent des familles se détester. Vous avez vu avec les Pogba, donc vous voyez David Eto'o toujours en train de crier sur son frère, toujours en train de porter le nom de son frère, toujours en train de dire que son frère est ceci. Moi je trouve que c'est beau ça. Je trouve que c'est très beau ça. Moi, pour avoir des frères aussi avec qui je suis très proche, moi, j'aime bien voir que dans nos familles africaines, on peut aussi, même s'il y a des trucs d'argent ou tout, ne pas développer des jalousies débiles. Moi, je trouve ça, bon, on fait cette parenthèse refermée. Je trouve qu'on n'a jamais de projet de jeu un peu. Moi, et ça, et j'aimerais penser un peu comment on pourrait faire pour changer un peu le projet de jeu qu'on a dans nos centres de formation. Je pense que c'est un sujet qu'on n'évoque pas beaucoup dans notre football. On n'évoque pas. On en forme toujours les mêmes types de joueurs, des joueurs à profil physique, des joueurs à profil milieu défensif, des milieux de terrain ratisseurs de ballons plus que créateurs. Je pense qu'il faudrait qu'on repense complètement la qualité de nos joueurs. Repenser complètement quel type de joueur on forme. Comme un peu parce que vous croyez que c'est un truc qui n'est pas difficile à faire. Non, rappelez-vous, moi je vous ai parlé de l'histoire de Barcelone. Barcelone, l'Espagne n'a pas toujours été football champagne, les mecs. Avant, l'Espagne aussi, quand tu voyais même la Masia, on formait que des grands costauds avant. Avant l'arrivée de Rinus Michels, on formait que des grands costauds. C'est Rinus Michels et Johan Cruyff qui ont dit non, on change tout ça. Là. Change tout ça. Et regardez l'impact jusqu'à aujourd'hui. Faudrait qu'on pense un peu notre football sous 20 ans et tout. Regardez aussi le football allemand. Pendant longtemps, le football allemand était un football... Bon, les Allemands, ils ont des joueurs techniques, hein, faut pas croire. Mais ça a été toujours un joueur qui était porté sur le physique, sur la densité de jeu, sur la truc. Et ils ont commencé à repenser en incorporant dans leur centre de formation, justement, des joueurs de l'expatriation ou immigration un peu turque, ghanéenne, polonaise, donc pour que le style soit un peu plus latin. On a vu avec les années 2010 comment ça a payé. Le style est devenu beaucoup plus latin parce qu'il y avait un travail de Bierhoff qui était le DTN, qui a été très intelligent de justement travailler en concert avec les clubs et les centres de formation et les équipes de jeunes. Vous avez vu le concert et c'était magnifique. L'équipe de 2014 là, qui gagne la Coupe du Monde,
C'est l'équipe, le 60% de l'effectif vient de la génération de l'Euro 2009. De l'Euro 2009 espoir que cette équipe génération avait gagné. D'ailleurs, même pour anecdote, je pense que Maxime Eric Choupo-Moting venait de cette génération-là aussi. Des générations allemandes. Il était dans cette génération-là. Donc, on a un gros problème un peu sur notre projet de jeu. Comment on joue? Est-ce qu'on peut pas jouer autrement? Est-ce qu'on peut pas former des joueurs autrement? Est-ce qu'on peut pas avoir un profil beaucoup plus technique que physique? Pas regarder que des athlètes pour qu'on soit truc. On doit un peu changer l'impact qu'on a eu justement de la Clairefontaine qui, en termes de système placé, est bon, mais en termes de projet de jeu n'est pas forcément le meilleur. Donc, est-ce qu'on ne doit pas repenser à tout ça? C'est pour ça que je trouve très intelligent. Je trouve très intelligent de pouvoir s'inspirer un peu de d'autres pays que la France. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un peu dans les pays d'Amérique du Sud? On a Sampaoli. Sampaoli est libre. On peut utiliser un mec comme Sampaoli, pas forcément comme entraîneur, mais comme un peu DTN. Je ne fais que le répéter ça. Il pourrait essayer d'implémenter un peu dans notre football ce que ils ont implémenté lui et Bielsa dans l'équipe du Chili et regarder les résultats dans les années 2010. Ce que le Chili a eu. Il faudrait que notre président de la fédération camerounaise, qui est très concentré beaucoup plus sur les infrastructures, que je trouve qu'il fait un travail énorme. Notre président de la fédération fait un travail énorme en train de rechanger en termes d'infrastructures, ce qu'il fait, ce que ce soit sur le championnat camerounais, je le répète, je suis derrière Eto'o-Fils, et s'il faut qu'il fasse même 50 ans au pouvoir là-bas, je pense qu'il n'y a que cet homme-là qui peut sauver notre football. Et je pense aussi qu'on doit accompagner notre président de la fédération dans un véritable projet de jeu. Il est un mec qui est à côté, et ça peut être même moi. Je lance même un appel. Pourquoi pas moi-même d'ailleurs? De faire un appel pour pouvoir avoir quelqu'un qui est dans la direction de projet de jeu de notre équipe nationale et de nos sélections nationales, que ça soit dans les mêmes trucs, qu'on pourrait même implémenter dans la plupart des centres de formation de nos équipes. Ce qui fait que nos équipes seraient beaucoup plus performantes aussi dans les ligues des champions africaines, parce qu'il faudrait que les clubs camerounais deviennent performantes dans les coupes continentales de clubs, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et je pense que ça passe par un projet de jeu et une refonte un peu de quel type de joueur camerounais on forme. Parce que le milieu défensif, on le fait depuis depuis les années 2000, et voilà. Il faudra qu'on rechange. On n'a pas toujours été comme ça. Quand tu regardes les années 80, on avait un style beaucoup plus technique. Et avec beaucoup plus de qualité de jeu. On peut revenir à ce style-là. On peut repenser le footballeur camerounais. Et ça passe par une DTN intéressante, une DTN qui pourrait être même à la KSA. Un mec comme Sampaoli est là. Un mec comme Pekerman est là. Vous avez pris les Idorf et autres et tout, ils étaient venus seulement charger leur foot, ils n'avaient rien à penser à notre foot. Les Sampaoli savent venir dans un pays où il n'y a rien. Des Pekerman savent venir dans un pays où il n'y a rien et ils construisent quelque chose d'intéressant dans le collectif. Parce que Rigobert Song, je l'aime beaucoup, mais excusez-moi le mot, c'est un prof de PS. Avec tout le respect que je lui mets, le truc, tactiquement, il comprend rien. Il est largué, il sait pas trop ce qu'il fait. Il a été formé à le truc français. Ça peut pas aller plus loin que ça. Il faut qu'on reparte, on donne des trucs à des techniciens, des TN qui puissent accompagner Rigobert Song, qui au final, le rôle de Rigobert Song, c'est d'être plus une image médiatique. Et derrière, on a des vrais penseurs qui sont là pour l'aider. Pekerman ou des Sampaoli. Sampaoli serait très judicieux de partir chercher un mec comme ça. Quand il est libre comme ça, et je suis pas sûr qu'il est très cher, je pense que Sampaoli, dans notre football, apporterait énormément. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.